Alors aujourd'hui, on va plonger dans un monde complètement invisible qui vit juste sous notre nez. Et même, en fait, à l'intérieur de nous. C'est un monde peuplé de créatures qui pourraient tout à fait venir d'une autre planète, mais qui, en réalité, sont nos plus proches et nos plus intimes voisines. La réponse à cette question, à cette petite énigme, elle nous ouvre les portes d'un écosystème qui est à la fois fascinant et, on va le voir, parfois assez dangereux. Ce sont les bactéries anaérobies, des formes de vie qui, elles, adorent les endroits où nous, on ne pourrait absolument pas survivre. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, explorons un peu ce monde sans air. Qu'est-ce qui rend ces organismes si radicalement différents de nous? En fait, c'est très simple. Pour elles, l'oxygène, c'est du poison, littéralement. Nous, on en a besoin pour respirer, pour vivre. Elles, ça les tue. Elles n'ont tout simplement pas les bons outils, les bonnes enzymes pour gérer ces effets toxiques. Du coup, au lieu de respirer, elles fermentent. C'est un mode de vie complètement à part, un métabolisme qui n'a rien à voir avec le nôtre. Et c'est là que ça devient vraiment fou. C'est que ces aliens, comme on les appelle, ils ne viennent pas du fin fond de la galaxie. Non, non, ils sont juste là. Partout, dans le sol sous nos pieds, dans les sédiments au fond de l'eau, et surtout, ils forment une part gigantesque de ce qu'on appelle notre microbiome. Ils sont dans notre bouche, notre intestin, ils sont, sans aucune exagération, nos colocataires. Et attention, quand je dis qu'elles sont nos colocataires, il faut comprendre qu'elles sont majoritaires, et de loin. Regardez ce chiffre, 1000 pour 1. Dans notre côlon, pour chaque bactérie qui respire de l'oxygène, il y en a 1000 qui ne le supportent pas. 1000. C'est un rapport de force qui est juste dingue. Ce sont elles les vraies patronnes de l'intestin. Le truc, c'est que, comme dans n'importe quelle colocation, parfois ça se passe mal. Ces alliés de tous les jours, ils peuvent se transformer du jour au lendemain en ennemis. Et en ennemis vraiment redoutables. Vous voyez, c'est un peu un double jeu. D'un côté, ce sont des colocs super utiles. Elles nous aident à digérer, elles montent la garde et nous protègent contre d'autres microbes venus de l'extérieur. Mais si l'équilibre est rompu, disons une blessure, une opération, une maladie qui nous affaiblit, là, tout change. Elles peuvent s'échapper de leur chambre, si on veut, et s'aventurer là où elles ne devraient pas. Et là, elles deviennent dangereuses, elles se mettent à produire des toxines, des enzymes qui attaquent et détruisent nos propres tissus. Et cette menace, il ne faut vraiment pas la prendre à la légère. Ce n'est pas juste une petite infection. Regardez, 19%. C'est la part des décès liés à une infection où ces bactéries anaérobies sont impliquées. C'est presque 1 sur 5. C'est énorme. C'est ça qui est crucial à comprendre. Ce double visage, à la fois ami et ennemi mortel. Alors question, comment on fait pour étudier un ennemi qui meurt à la seconde où il entre en contact avec l'air? C'est un vrai défi. Et c'est là que commence une sorte d'enquête policière, mais version laboratoire. La première étape, c'est comme sur une scène de crime. Il faut prélever des indices sans les contaminer. Sauf qu'ici, le contaminant, c'est l'air. Il faut donc récupérer, par exemple, le pus d'un abcès avec une seringue et la sceller sur le champ. La moindre petite bulle d'air et hop, tous les suspects sont morts. L'enquête est terminée avant même d'avoir commencé. Et pour interroger les suspects, il faut un équipement spécial. Voici la pièce maîtresse, la chambre anaérobie. Pensez-y comme à une station spatiale pour microbes. Les scientifiques travaillent avec des gros gants dans une bulle complètement isolée. À l'intérieur, il n'y a pas d'oxygène, juste un mélange de gaz spécial qui permet à ces bactéries de survivre. C'est le seul endroit où on peut les manipuler et les cultiver en toute sécurité. Bon, évidemment, tous les labos n'ont pas cette grosse station spatiale. Alors pour les analyses de tous les jours, il y a des solutions plus astucieuses et plus portables. Ce sont ces jarres hermétiques. Le principe est génial. On met les cultures dedans, on ajoute un petit sachet chimique, et dès qu'on ferme la boîte, le sachet réagit et mange tout l'oxygène à l'intérieur. Il le remplace par du dioxyde de carbone et voilà, on a créé une petite bulle de survie, une atmosphère protectrice sur mesure pour nos bactéries. Ok, maintenant qu'on sait comment les garder en vie pour les interroger, il est temps de passer à la parade d'identification. Qui sont les suspects les plus connus de ce monde sans air? Et on commence avec le suspect numéro 1, une vraie star dans le milieu, Bacteroides fragilis. Pour vous donner une idée de son importance, cette bactérie représente à elle seule près d'un quart de toute la population bactérienne de notre côlon. C'est un poids lourd. Et quel est son profil? Tant qu'il reste dans l'intestin, tout va bien. Il est inoffensif. Mais s'il s'échappe, par exemple après une rupture de l'appendice ou une chirurgie, alors là, il devient un vrai problème. C'est l'une des causes numéro 1 d'abcès intra-abdominaux très graves.
Et le pire dans tout ça, il a une très mauvaise manie. Il adore collectionner les gènes de résistance aux antibiotiques. Et non seulement il les collectionne, mais il les partage avec les autres bactéries. C'est un vrai parent. Allez, suspect suivant sur la liste, Fusobacterium. Lui, on le reconnaît assez facilement à microscope. Il a une forme très particulière, tout en longueur, un peu comme une aiguille ou un fuseau, d'où son nom. C'est son signe distinctif. Et attention, derrière son look d'aiguille se cache un danger parfois foudroyant. Imaginez un truc tout bête, un mal de gorge, une angine. Sauf que, si le coupable c'est d'une de ces variantes, Fusobacterium necrophorum, l'infection peut complètement dégénérer. La bactérie passe dans le sang, elle crée des caillots infectés qui voyagent dans tout le corps, les poumons, le cerveau. Ça s'appelle le syndrome de Lemierre. On le surnomme la maladie oubliée parce qu'il est devenu rare avec les antibiotiques, mais il reste terriblement dangereux. On termine avec notre troisième et dernier suspect. Et celui-là, il y a de fortes chances qu'il vous dise quelque chose. Voici Cutibacterium acnes. Pour info, avant on l'appelait Propionibacterium acnes. Son territoire, c'est notre peau. Elle vit tranquillement dans nos follicules pileux et, son nom ne ment pas, c'est l'un des principaux responsables de l'acné. Jusque-là, c'est surtout embêtant. Mais son casier judiciaire ne s'arrête pas là. C'est aussi un pathogène dit opportuniste. C'est-à-dire que si on lui en donne l'occasion, par exemple sur une prothèse de hanche ou une valve cardiaque artificielle, elle peut provoquer des infections très sérieuses. Et tout ça, ça nous amène au problème majeur, au défi le plus urgent qu'on a aujourd'hui avec ces microbes. Leur capacité, qui ne cesse d'augmenter, à résister à nos médicaments. Cette citation, elle est tirée de la littérature scientifique et elle résume tout. Le groupe Bacteroides fragilis, ce n'est pas juste une bactérie qui devient résistante, c'est un réservoir. Imaginez une sorte de coffre-fort ou de bibliothèque de gènes de résistance. Non seulement il les utilise pour lui-même, mais il peut aussi les distribuer aux autres bactéries qu'il croise. Et le souci, c'est que le problème ne se limite pas à bactéroïdes. C'est en train de se généraliser. De plus en plus de bactéries anaérobies de toutes sortes développent ces résistances. Le résultat, des infections qui, il y a encore quelques années, se traitaient facilement avec des antibiotiques standards, deviennent aujourd'hui des vrais casse-têtes pour les médecins. Au final, on se retrouve face à un paradoxe qui est assez fascinant. Ces microbes, ce sont des formes de vie primitives, des reliques d'un ancien monde sans oxygène, qui ont trouvé refuge à l'intérieur même de notre corps. Ils font partie de nous, de ce que nous sommes, mais en même temps, ils représentent une menace qui grandit et qui évolue sous nos yeux. Alors la vraie question, c'est celle-là. Sommes-nous prêts à relever ce défi ? Est-ce que notre science, notre ingéniosité, saura garder une longueur d'avance ? C'est une question qui reste ouverte.